Les amis, que va-t-il se passer à Madrid? Le Real éliminé, vous le savez, de la Ligue des Champions, défaite hier soir à Munich face au Bayern. 4-3. Le président Florentino Pérez qui, au terme de la rencontre, s'est dirigé dans le vestiaire d'Alvaro Arbeloa pour échanger avec ses joueurs. Que va-t-il se passer? Le futur du coach du Real Madrid, le futur des stars qui sont ici. Je pense notamment à Camavinga, à Kylian Mbappé et à Vinicius. Je vous ai posé la question hier soir sur X. Vous avez été très nombreux à me répondre. Je vais faire état de vos avis dans cette nouvelle édition. Il est 16h, heure française. C'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour, comme tous les jours, parler football ensemble, librement, gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va aller absolument partout. Restez bien une nouvelle fois jusqu'au bout. Mercato en Italie, la bataille des numéros 9 continue. Vlahovic, Lewandowski. On parle également de Randal Colomoni. On y va, les amis, avec cette Ligue des Champions. Et donc, on commence avec le bracket. Le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, va donc retrouver le Bayern Munich. Et de l'autre côté, eh bien, c'est Arsenal qui s'est qualifié pour retrouver l'Atlético Madrid. Anecdote, tous les leaders des championnats sont là, sauf l'Atlético Madrid. Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1. Le Bayern, leader de la Bundesliga. Arsenal, leader de la Première Ligue. L'Atlético, quatrième de la Liga espagnole, à 22 points du leader, le FC Barcelone. Mais ils seront là pour défendre leur chance, bien évidemment, avec El Cholo Simeone. Honneur au Paris Saint-Germain une nouvelle fois. C'est signé Luis Enrique. Regardez dans les colonnes du quotidien national français l'équipe. Très bon papier signé José Barroso et Vincent Duluc. Signé Luis Enrique. Pourquoi, les amis? Parce que l'entraîneur espagnol a hissé le Paris Saint-Germain en demi-finale de cette Ligue des Champions pour la 3e fois en 3 saisons au Paris Saint-Germain. Cela le place au sommet de l'histoire du club et souligne la trace européenne de sa carrière d'entraîneur. Regardez ces tableaux. Regardez notamment ici le nombre de demi-finales de Ligue des Champions parmi les entraîneurs encore en activité. Le top, c'est Guardiola et Ancelotti. 10 tous les deux. Mais regardez, Luis Enrique, ça y est, il est là. 4 demi-finales en comptant le Barça, bien évidemment, et le Paris Saint-Germain. Il est à égalité avec El Cholo Simeone. Nombre de demi-finales de rang consécutives. Et donc ces 3 dont je vous parlais, ils se hissent ici à égalité avec bien d'autres grands noms comme Van Gaal, Lippi, Hitzfeld, Ancelotti ou encore Alex Ferguson, Guardiola, Zizou, Ancelotti une nouvelle fois dans une deuxième ère. Mais regardez juste derrière, Del Bosque, Guardiola, le record c'est pour José Mourinho, 5 demi-finales consécutives. C'était entre 2010 et 2014. Regardez son bilan, nombre de matchs sur le banc du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le pourcentage de victoire. 43 matchs, c'est le top aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. 58% de victoire pour Luis Enrique en éliminant Liverpool. D'ailleurs, attention à Liverpool, les amis, car vous le savez, la mauvaise nouvelle est tombée pour Ekitike. Donc c'est une rupture, du tendon d'Achille. Ça sera très long pour l'international tricolore qui ne participera pas donc dans les plans de Didier Deschamps à la prochaine Coupe du Monde. Les visages sont blêmes du côté de Liverpool après cette élimination qui, attention, doivent maintenant se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ils ne sont pas pour l'instant dans le top 4 de la Première Ligue. Ils doivent monter et on pense notamment à ces stars arrivés au même titre que Ekitike, qui lui a fait le boulot. Mais on pense notamment à Florian Wirtz, arrivé, vous le savez, à prix d'or de la Bundesliga et qui, pour le moment, a raté cette arrivée à Liverpool. On va compter sur eux. Les Anglais, eux, qui marchent, c'est bien évidemment Arsenal. Leader de la Première Ligue, peut-être pour prendre enfin ce trophée 22 ans après, à la une de tous les tabloïds, car oui, ils se sont qualifiés. Ça n'a pas été un gros match. Loin du spectacle offert à Munich. 0-0 à domicile face au Sporting Portugal. Mais c'est suffisant pour Mikel Arteta, qui a tenu jusqu'au bout. Les stats sont là. Regardez, donné par TNT Sports sur X. Nombre de matchs en Ligue des Champions cette saison, 12, 10 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite. Invincible, les amis, dans cette Ligue des Champions pour l'instant. La formation d'Arsenal, regardez, à la une, vous le voyez, de tous les tabloïds anglais. On remarquera notamment Kai Havertz, bien évidemment, qui avait été le buteur du match aller, buteur donc de cette qualification pour Arsenal. MVP, monsieur Subimendi, l'Espagnol au milieu de terrain. Et pourtant, vous allez voir que bien la perception des matchs entre l'UEFA Champions League et les confrères des différentes presses ne sont pas forcément les mêmes. Regardez, Subimendi, pour les confrères de l'équipe, n'a pas pris la meilleure note côté Arsenal. Il prend un
4 sur 10. Il y a eu mieux, avec notamment les défenseurs, et je pense à Mosquera ici, qui prend un 6, tout comme Madueke, mais il est donc le MVP UEFA Champions League. Regardez la presse portugaise, avec le dignes adieux, ils sont tombés debout, la tête debout, les joueurs du Sporting Portugal, après la courte défaite 1-0 au match aller. Ils auraient pu espérer mieux. Voici les notes du côté de l'équipe et du Sporting Portugal, très attendu dans cette Ligue des Champions. C'est donc Arsenal qui va passer pour retrouver donc l'Atlético Madrid, les amis, et non le FC Barcelone. Du côté du Barça, d'ailleurs, regardez, le président Laporta, ces dernières heures, a été, boum, virulent. Il a tapé du poing sur la table contre l'arbitrage. C'est une honte, vergüenza, vous le voyez, entre guillemets, dans les colonnes, page intérieure du Mundo Deportivo, le président Laporta qui n'a pas du tout apprécié l'arbitrage de Monsieur Turpin dans ce match de Ligue des Champions, et notamment le carton rouge adressé à Eric Garcia dans ce match. Je vous rappelle qu'au match aller, Cubarsí avait également été élu. Qu'a fait le président Laporta? Eh bien, il a passé un petit coup de bigot à Séphérine, le patron de l'UEFA, pour se plaindre de cet arbitrage. Vous l'aurez compris. Également, vous le voyez dans les colonnes de Marca, on voit Monsieur Turpin juste derrière. Laporta explose contre les arbitres. Maintenant, c'est passé. Le Barça doit se concentrer sur la suite, et notamment le mercato, les amis. Regardez, ils sont à la croisée des chemins. Flick et Deco, le coach et le directeur sportif. Pourquoi? Il y a eu un hic défensif cette saison, les amis. Pour moi, ce Barça est moins fort que la saison passée, notamment quand on compare les demi-finales. La saison passée, perdue, éliminée face à l'Inter, mais pour moi, le Barça était meilleur. Regardez avec notamment ses points défensifs. 44 buts concédés en Ligue des Champions. C'est de trop. C'est un record négatif pour le FC Barcelone. Et vous le savez, Hansi Flick est quelqu'un qui joue avec les hors-jeux très hauts, une ligne défensive très très haute. C'est risqué, c'est vrai, mais ça a fonctionné la saison passée. 240 hors-jeux sifflés pour les équipes adverses. Mais cette année, si on était à 240, on est passé à 140. 100 de différence. On a un problème défensif, bien évidemment. Et ceux qui incarnent ce problème défensif, ce sont notamment ces 3 hommes qui ont donc été exclus. Rouge pour Eric, rouge pour Cubarsí, rouge plutôt pour Araujo. Je pense également au départ d'Inigo Martinez, qui était ultra important dans les plans défensifs d'Hansi Flick. Ce sont des points qui amènent Deco à réfléchir à la nouvelle défense du Barça pour la saison prochaine, ce qui m'amène d'ailleurs à vous reparler de Bastoni, vous le savez, qui est l'objectif numéro 1 du Barça pour la saison prochaine, défenseur central international italien de l'Inter Milan, qui, regardez, serait en pause. On a mis un petit couvercle sur Bastoni, c'est Chivou, le coach de l'Inter, qui est tout proche, ça y est, d'aller prendre le titre de champion en Italie. Vous le savez, il a été agité, exclu avec la sélection italienne, barré pour la prochaine Coupe du Monde, la sélection italienne. Et du coup, s'il était bien là lors du dernier match face à Côme, dans cette défense à 3 avec Akanji et Acerbi, pour ce week-end, eh bien, on va le mettre un peu au repos. Le père Bastoni, histoire de gérer maintenant sa fin de parcours à l'Inter, il doit bien rejoindre le FC Barcelone. Regardez, c'est Carlos Augusto qui devrait être titulaire dans cette défense à 3 pour affronter la formation de Cagliari. Que va faire lui, Lewandowski, sur le plan offensif? Je vous en parle depuis un petit moment. L'Italie également, les sirènes italiennes dans les oreilles de Lewandowski et notamment de l'AC Milan. Regardez, c'est le gros point mercato en Italie, avec un effet domino qui pourrait partir d'ici. Nkunku, l'AC Milan, va-t-il partir? Oui ou non? Le deuxième domino, il est ici. Vlahovic, les amis, qui s'est blessé. Vous le savez, avec la Juve, et on nous dit que Milan est intéressé. Regardez ce qui se passe. Je vous montre ici une possibilité du visage de Milan la saison prochaine. Je vous rappelle en défense, Krila, on le veut, l'Espagnol de la Lazio, Goretzka du Bayern Munich au milieu de terrain. Et regardez devant, 2 hommes, Vlahovic, donc, qui viendrait de la Juve, ou Lewandowski du Barça, même si, regardez dans les colonnes de Sport ce matin, on nous dit que Milan aurait écarter l'éventualité Lewandowski. Mais on va mettre tout ça, bien évidemment, entre les pincettes. Et regardez quel serait le visage de la Juve. Parce que si Vlahovic s'en va direction Milan, il faut trouver du changement. Je vous rappelle qu'Alisson est la cible Liverpool dans les buts. Je vous rappelle que Kim est la cible Bayern Munich pour la défense centrale. Bernardo Silva, Manchester City pour le milieu de terrain. Et regardez devant, soit on garde Vlahovic, soit le dossier Randal Kolo Muani. Bien évidemment, une nouvelle fois appartenant, vous le savez, au Paris
Paris Saint-Germain prêté du côté de Tottenham. Je vous en reparle dans un instant, mais regardez, c'est bien vraiment le thème en Italie. Vous voyez Vlahovic avec le maillot de la Juve là et qui, ouvert, aurait le nouveau maillot de l'AC Milan, les batailles pour le numéro 9. Tout ça est également suspendu à l'avenir des coachs. Je vais encore vous en reparler parce que Max Allegri, du côté de Milan, on est en position gel. Il est le possible futur sélectionneur de la Squadra Azzurra pour remplacer Gennaro Gattuso au même titre qu'Antonio Conte. Ça va se jouer entre l'un des deux. Et on nous dit également que du côté de Milan, dans les colonnes du Corriere dello Sport, il y aurait un peu de rififi dans les relations avec le board entre Max Allegri et puis bien évidemment Furlani et Zlatan Ibrahimovic. Que va-t-il se passer? Il y a une sorte de silenzio stampa du côté de l'Italie sur la situation de Max Allegri. Et donc j'en reviens à cette situation entre les deux clubs. Il faut également savoir que ces deux formations sont en pénurie de buts marqués. Ça, vous le savez, on en parle depuis un petit moment. L'un des symboles forts, c'est Pulisic, qui ne marque plus du côté de l'AC Milan, qui ne marque plus rien du tout. Et du côté de la Juve, il y a plusieurs symboles. Hier, je vous ai parlé de Openda, qui était un problème pour la Juventus de Turin parce qu'il y a une obligation d'achat à 44 millions d'euros. La Juve n'en veut pas et aimerait le revendre tout de suite. Ça, c'est un dossier. Le dossier également, Jonathan David, qui ne marque pas. Milik, blessure. Vlahovic, blessure. Et attention, les amis, parce que ils disent, celui qui tient pour l'instant la baraque offensive, eh bien, infiltration au genou. Attention, la Juve pourrait également se retrouver sans Yildiz. Voilà ce qui a né de nouveau. Eh bien, l'information autour de Randal Kolo-Muani, je vous le dis, donc, appartenant au Paris Saint-Germain, prêté à Tottenham et qui donc pourrait filer du côté de la Juventus de Turin pour la saison prochaine. À suivre. Bien évidemment, je vous emmène tout de suite à Munich pour parler du Real Madrid et de cette crise. Juste avant, pour terminer avec l'Italie, parce que ce sont des dossiers chauds. Une nouvelle fois, je vous l'ai dit hier, il n'en restera qu'un à Rome. Soit Ranieri à la direction sportive, soit Gasperini, le coach. Regardez, page intérieure de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Et sur un fil en position d'équilibriste. Il peut tomber du mauvais côté avec 3 points de passage en sa défaveur, qui ont joué en sa défaveur. Je vous les ai grossis ici. Je vous rappelle, en janvier dernier, les blessures de Dovbyk et de Ferguson, 2 hommes importants dans son schéma. Je vous rappelle, le 13 janvier également, l'élimination en Coupe d'Italie et surtout l'élimination en Ligue Europa face à d'autres Italiens, face à la formation de Bologne. Et puis le 10 avril dernier, bien évidemment, l'échange de verbatim à distance entre Ranieri et lui-même. Je vous rappelle qu'il avait décrié le mercato de l'AS Rome et Ranieri avait dit, attendez, il a absolument tout validé. Il ne peut rien dire aujourd'hui. Il est sur un fil, Gasperini, du côté de l'AS Rome. Je vous parlais de révolution hier également du côté du Napoli. Voilà des éléments d'explication, les amis. Regardez dans les colonnes d'Il Mattino ce matin pour vous montrer la liste de tous les joueurs trentenaires du côté du Naples. Il faut régénérer tout ça. Ils sont très nombreux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les amis. Hier, je vous ai dit que Anguissa et Lobotka seraient vraisemblablement les premiers à partir. Mais attention aux autres, bien évidemment qu'on va conserver De Bruyne. Mais je pense à ceux qui ont des problèmes. Lukaku, vous le savez, qui n'est plus dans les plans d'Antonio Conte après son non-retour de la Belgique suite à sa blessure. Vous vous en souvenez. Attention à Antonio Conte également, qui, comme je vous l'ai dit, avec Max Allegri, est prétendu éventuellement pour prendre la Squadra Azzurra. Vous voyez qu'il y a beaucoup de rififi du côté de l'Italie. Attention, parce que tout ça, d'ailleurs, c'est un caillou dans la chaussure, les amis, de la candidature italienne pour l'Euro 2032. Les problèmes qu'il y a au niveau de la fédération, bien évidemment. Vous le savez que le président Gravina a démissionné. Le futur président sera là, je vous en ai parlé avec les élections le 22 juin prochain, avec le système électoral italien, sauf que pour l'instant, c'est lui toujours qui assure la transition. Ça gèle un peu tout ce qui est en chantier du côté de l'Italie, et notamment du retard au niveau des stades, les amis. Ça amène de l'alarme sur la candidature italienne pour 2032. Je referme la parenthèse. Juste avant de filer
filet à Munich. Je vous rappelle que là, on joue également sur la scène européenne. Et en parlant des Italiens, ils ont encore de petites chances, mais le ballottage est défavorable. Regardez, puisque Bologne a perdu 3-1 au match aller face à Aston Villa et que la Fiorentina a perdu 3-0 face à Crystal Palace au match aller en conférence. Regardez ce tableau très rapidement, mais les Italiens ont encore une petite chance d'espérer accrocher quelque chose sur la scène européenne. On en vient à la débâcle du Real Madrid hier, les amis. Tout d'abord, regardez la presse catalane, bien évidemment, qui s'en réjouit. Sport, Mundo Deportivo, à la cahier, à la rue. Voilà le message lancé par Sport avec une image symbole, les Madrilènes derrière Monsieur l'arbitre, et on va en reparler. Et le chaos blanc pour Mundo Deportivo avec Jude Bellingham, lui aussi qui a eu du rififi avec le corps arbitral. Regardez du côté de Marca et As, on est sur un autre tempo, on parle d'injustice, un peu comme les Catalans avaient parlé de leur match après l'élimination du Barça et ce fameux carton rouge contre Eduardo Camavinga, jusqu'à ce que l'arbitre en décide autrement. Parce que oui, Madrid a été bon dans ce match, en tout cas sur le début, a marqué tout de suite avec Arda Güler et a tenu la distance. On n'aurait pas pensé voir le visage ainsi du Real Madrid dans ce match retour à Munich. D'ailleurs, je fais une parenthèse, si Madrid avait eu ce visage en Liga durant toute la saison, d'après moi, il ne serait pas à 9 points du Barça et encore à la bataille pour le titre. Je referme cette parenthèse. Donc vous voyez, assez marquant, on est sur cette injustice concernant le carton rouge de Eduardo Camavinga. Personne n'a compris la décision de monsieur l'arbitre. Je pense très sincèrement que bon, Eduardo Camavinga ne doit pas ensuite, vous le savez, dans cette action, prendre le ballon, partir avec et compagnie. Mais est-ce que cette action méritait un deuxième jaune et un rouge? Mon avis, c'est de l'opinion, ce n'est pas de l'information, je pense que non. Vraiment, très sincèrement, je pense que non, ça ne va pas dans le sens du jeu et dans ce niveau de Ligue des Champions. Est-ce que monsieur l'arbitre avait en tête qu'il avait déjà un jaune? L'erreur est peut-être là. En attendant, eh bien, la décision a été prise et elle a été largement contestée, bien évidemment, par l'ensemble des joueurs du Real Madrid. Vous pouvez largement l'imaginer. La petite anecdote au passage. Regardez, puis j'y reviens tout à l'heure. Il n'y avait aucun joueur espagnol dans le 11 du Real Madrid. C'est une première dans cette Ligue des Champions, dans l'histoire du Real Madrid, alors que le Barça, je vous le rappelle, dans son dernier match, a joué avec 10 joueurs espagnols, un Uruguayen, Araujo, 10 Espagnols, là, 0 Espagnol, vous le voyez, dans ce Real Madrid hier lancé par Alvaro Arbeloa. Il y avait 4 changements par rapport au match aller. Je vous ai mis les 11 de départ. Ferland Mendy titulaire, c'était Carreras, je vous le rappelle. Militao titulaire, c'était Huysen qui était là sur le banc. Brahim Diaz et Bellingham entrés en jeu. Pourquoi ? Parce que Tchouaméni était absent, je vous le rappelle. On pensait que Camavinga allait être titulaire. Eh bien non, Arbeloa a choisi Bellingham, a ramené Valverde dans ce cœur de jeu. C'était Garcia Pitarch qui était titulaire au match aller, le jeune Pitarch, pardon, qui était titulaire au match aller. C'est Brahim Diaz là qui a trouvé une place dans ce 11 de départ. Côté Bayern Munich, c'était exactement le même 11 de départ qu'au match aller, les amis, avec notamment Manuel Neuer. Regardez d'ailleurs dans les colonnes de Bild, le quotidien allemand aujourd'hui, Neuer qui a failli être un 12e joueur du Real Madrid parce que très sincèrement, il a un chouïa manqué ce match, Manuel Neuer, et notamment sur les relances. D'ailleurs, regardez dans les colonnes de Bild les notes du quotidien allemand. Je vous rappelle qu'en Allemagne, la meilleure note, c'est la plus petite, 1, ok? Et la moins bonne, c'est 5. Il y a des fois des 6, mais c'est 5. La meilleure, c'est 1. Regardez, Manuel Neuer a pris un 5, comparaison avec Compagnie qui prend un 1. Le coach, très mauvaise note pour Manuel Neuer, tout ça sous les yeux de Nagelsmann. Je vous rappelle qu'on est toujours en train d'imaginer Neuer peut-être aller à la Coupe du Monde avec la sélection allemande. Ce match ne va pas l'aider, selon moi, dans cette rencontre, même s'il a eu quelques arrêts assez décisifs, et notamment face à Kylian Mbappé. Regardez les notes, avec les très bonnes notes pour Olise ou encore pour Upamecano. Côté Real Madrid, selon les Allemands, les bonnes notes, elles sont pour Arda Güler, qui a été très bon auteur d'un doublé. Et regardez devant, Vinicius prend un 2, Mbappé prend un 2, de bonnes notes, moins bonnes, vous le voyez, pour la défense. D'ailleurs, les amis, Kylian Mbappé, 10e tentative dans son histoire personnelle en Ligue des Champions et 10e échec. Il aimerait porter ce trophée, pardon pour les bruits de marteau, mais vous le savez, on est à la maison, il y a des petits travaux juste au-dessus. J'espère que ça va pas être trop fort. La 10e tentative n'aura une nouvelle fois pas suffi pour Kylian Mbappé, les amis, lui qui avait démarré le 27 septembre 2016 avec l'AS Monaco son histoire en Ligue des Champions. Regardez, 10 ans plus tard, il n'a
toujours pas pu lever ce trophée. C'était proposé par CBS Sports Golasso sur X. C'est la menace d'une saison blanche. On est donc là, côté Real Madrid. La dernière, c'était saison 2020-2021. Il reste la Liga, mais on est tellement loin du FC Barcelone. Hier, j'ai posté sur X qu'en ce 15 avril, hier, le Real était déjà en vacances. C'était peut-être un peu brutal, mais vraiment, c'est ce que je pense. Vous avez répondu, certains assez durement, mais ça fait partie du jeu et de ces échanges sur les réseaux sociaux. Alors, que va faire Florentino Pérez, les amis? Regardez la photo de Guillem Balaguer hier, où on voit Alvaro Arbeloa dans le bus, seul, le visage hagard. Et donc, que va faire Florentino Pérez? Arbeloa va-t-il rester le coach du Real Madrid? Ça semble peu probable. Les noms circulent une nouvelle fois avec Jürgen Klopp ou encore Mauricio Pochettino. Je vais vous en dire plus demain. Je vais vous préparer une petite vidéo sur mon avis sur la situation du Real Madrid. Ce ne sera pas de l'information, ce sera de l'opinion. Demain, je vous prépare ça sur la situation du Real Madrid. En tout cas, Alvaro Arbeloa est mort, c'est ce que dit Marca, avec ses idées. Il est allé au bout de ce qu'il voulait proposer avec ce Real Madrid, vous l'aurez compris. Regardez la une de l'équipe, la folie furieuse de cette force du Bayern Munich, ce 4-3, avec, regardez les notes de l'équipe pour cette rencontre. Les meilleures, elles sont pour Pavlovic avec un 6, pour Kimmich avec un 6, pour Luis Diaz avec un 6, pour Harry Kane avec un 6 et pour Olysée, bien évidemment, avec un 6. Le Français est ici. Il a été élu MVP UEFA Champions League de cette rencontre. Bravo à Vincent Kompany, le bébé de cette Ligue des Champions, le plus jeune, vous le savez, des coachs de ces quarts de finalistes. Il est ici, lui, il y a peu, descendait avec Burnley de la Première Ligue. C'est fou, relégation. Et quelques mois plus tard, en gros, il est en demi-finale de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Souvenez-vous, regardez, les deux hommes étaient à Manchester City avec Brahim Diaz. Ils se sont retrouvés là face à face et on n'était plus dans les mêmes costumes. Plutôt image très sympa sur 5-3-2 officiel. Et puis enfin, je vous ai posé donc cette question. Prolongation ou vente pour Vinicius? Je vous ai posé cette question sur X, vous avez été très nombreux à répondre. Alors j'ai fait un choix d'abord exhaustif, c'est que je vous avais demandé de répondre en signant par votre prénom, votre pays et le petit drapeau. J'ai gardé ceux qui, principalement, ont porté cette petite consigne. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment, mais ça permet d'apporter un peu de la couleur et de comprendre la géolocalisation du Ruiz Club un peu partout sur la planète. Il y a pas mal de choses intéressantes. Mathieu du Bénin qui nous dit « J'adore Vinicius, mais je pense qu'il faut le vendre. C'est un joueur à fleur de peau. » Et avec la mauvaise gestion de la direction madrilène, entre autres, l'arrivée pas nécessaire de Mbappé et cette injustice concernant le Ballon d'Or, eh bien, il n'est plus heureux à Madrid. Il faut le vendre pour lui. Hamza du Maroc qui nous dit une cohabitation Vini-Mbappé me semble plus que difficile. On l'a contesté quand Mbappé était absent. Vini semblait retrouver la vie. Donc oui, le vendre à prix d'or en Arabie, point d'interrogation, tant qu'il a la cote signée Hamza. Samu qui nous envoie ce petit message de Guyane française. Prolongation, qui serait le remplaçant? Mbappé? Il lui est inférieur dans ce rôle d'ailier prolifique et aucun avançant de haut standing n'est sur les tablettes de la direction sportive. Donc, on préfère une prolongation du côté de Samu. Je pense à, regardez, Adam, depuis la France, qui nous envoie ce petit message. Le Real Madrid peut envisager de prolonger Vinicius, mais encore faut-il que la prolongation soit exigeante en termes de performance. Vini n'est plus constant, et ce depuis l'épisode Ballon d'Or 2024, il peine à retrouver son meilleur niveau et cela chancelle. Diao du Sénégal, pour moi, prolongation sans hésiter. Vinicius Junior est l'avenir du Real Madrid. À son âge, il fait déjà les différences énormes dans les grands matchs. Le vendre maintenant serait une erreur stratégique. Je penche pour une prolongation. Et enfin, je finis avec ce message que j'ai adoré l'idée en postant cette petite photo. C'est Sidi Mohamed qui nous envoie du Mali. Regardez la pomme Real Madrid avec le vert Vinicius, le vert dans la pomme, traduction, le vendre. Vous l'aurez compris, je vais vous poster des petites questions comme ça de temps en temps, vous me répondez, n'oubliez pas votre prénom, votre pays, votre drapeau, et comme ça on vous affiche sur les antennes de TV5 Monde. Voilà les amis, point final sur cette revue de presse du jour, l'affiche des demi-finales, on va vraiment se régaler, Paris Saint-Germain, Bayern Munich et Atlético face à Arsenal. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus, c'est gratuit, avec énormément de contenu et notamment toutes vos pages sport avec le replay de votre Ruiz Club.
Voilà les amis, terminé en ce jeudi. J'espère que cela vous a plu. J'attends vos commentaires. Je priais pour pas qu'il n'y ait trop de bruit au-dessus de ma tête. Pardon pour cette concentration un peu à fleur de peau. Mais je peux vous assurer que c'est pas évident tous les jours, ainsi, de fabriquer à la maison dans le petit bureau. Je vous remercie infiniment de votre fidélité et de cette énergie apportée, tout comme celle de toutes les équipes de TV5 Monde. Je vous embrasse et profitez des vôtres.